Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler encore de l'EM5 Mark III et en fait ça fait directement suite à ma précédente vidéo qui est sortie, hein, si vous êtes abonné vous l'avez vu passer normalement. C'est en fait pourquoi j'ai choisi l'EM5 Mark III plutôt que l'EM1 Mark II. Donc je vais vous donner les quelques points au niveau on va dire boîtier en lui-même, les ports, les boutons, des choses comme ça. Donc je vais vous faire un petit résumé vu de dessus, hein. En fait c'était la fin de mon autre vidéo mais que j'ai découpé. Donc vous pouvez voir ça. Donc justement si vous voulez en savoir plus sur tous les points que je mentionne, beaucoup plus en détail, vous voulez voir vraiment le détail de tous les ports, tous les boutons, ce qui est possible de personnaliser ou pas de ce boîtier, allez voir cette vidéo, je vous la fais apparaître en fiche là-haut, c'est ça, là-haut normalement. Du coup voilà, allez voir tout ça. Si je dois résumer pour l'instant tout ce que je vous ai dit, le M1 Mark II a une plus grosse batterie, a un bien meilleur grip, une bien meilleure prise en main, a un bouton raccourci en plus seulement de mémoire, a 2 slots de carte SD et après bon ça va être et a une prise casque quand même, une prise casque en plus et je crois qu'il a le synchro flash devant. Ça je le dis sans être sûr parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse donc je regarde pas trop ça. Et par contre il a du coup je crois qu'il monte à 120 fps dans le VF, il a un EVF un peu plus grand, l'écran c'est à peu près similaire de mémoire et par contre ça va être sur les modes photo par exemple il va avoir une meilleure rafale mais bon moi c'est pas quelque chose qui est hyper important non plus pour moi donc voilà il apportait pas grand chose de plus au niveau on va dire fonctionnement, on a à peu près le même autofocus. Alors, il y en a qui disent que l'autofocus ici est un peu meilleur, mais d'autres qui disent mais non, c'est ce que voilà, la mise à jour est arrivée sur le M1 Mark II, faut que les gens la prennent mieux en main pour l'avoir, etc. Donc je sais pas trop, je pourrais pas trop vous dire sur la mise au point. À mon avis, c'est kiff suite à la mise à jour de l'EM1 Mark II. C'est le même capteur si je dis pas de bêtises. Donc on a quelque chose de très similaire. Par contre, c'est peut-être pas exactement le même capteur. En tout cas, c'est la même, c'est le même fonctionnement, la même technologie d'autofocus, donc à détection de phase plus détection de contraste. Et voilà, mais du coup niveau bouton et tout on n'a pas grand chose de plus, on a par contre voilà ce que je vous ai dit, meilleure batterie, double slot de carte SD, une prise casque et tant que je vous le dis vu qu'on est dans la vidéo, l'autre chose qu'il a en plus quand même c'est le log pour ceux qui font du color grading. Le M1 Mark II a du log, ce que n'a pas du tout le M5 Mark III. Bon, moi vous savez hein, c'est pas quelque chose qui m'intéresse des masses, j'en fais pas beaucoup, je préfère avoir quelque chose qui fasse directement une belle image. Et du coup, je vous le dis, de Sony, Panasonic et Olympus, je trouve qu'Olympus a les meilleures couleurs de base hein, sur la vidéo et sur les JPEG. Je trouve que c'est la couleur la plus flatteuse, la plus agréable à voir, c'est chez Olympus. C'est mon avis, hein. Revoyez du coup, comparez si vous voulez cette vidéo-là par rapport à la vidéo que j'ai fait où je vous ai montré l'Olympus. Vous verrez, moi je trouve les couleurs très agréables. Donc voilà, j'ai fait le tour et maintenant je vais vous repasser face caméra pour vous dire les 2-3 autres, enfin voilà, les points qui m'ont fait vraiment au final préférer cette EM5 Mark III. Ok, donc on se retrouve face caméra, donc là typiquement vous voyez du coup le fait de pas vous avoir pu vous le montrer directement comme ça fait que j'ai dû refaire ma balance des blancs 2 fois, bref, tout ça pour vous dire que je suis vraiment content d'avoir l'Olympus, allez voir ma vidéo hein, vraiment où je vous montre l'aspect vidéo, le premier, voilà, c'est la première fois que j'utilise mais de suite j'ai vu l'autofocus et voilà, beaucoup plus agréable à utiliser pour ça, mais du coup, alors qu'est-ce qui m'a fait, voilà, je vous redis, qu'est-ce qui m'a fait préférer cette EM5 Mark III à l'EM1 Mark II, donc je vous l'ai dit, hein, le principal point c'est vraiment là le fait qu'il se recharge directement avec le port micro USB. Alors ça je sais que c'est quelque chose qui fait chier beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi c'est si important pour moi, mais je vais vous donner l'explication. Alors je précise tout de suite, il faut savoir qu'en plus sur l'Olympus, vous voyez qu'ici, hop, le chargeur qui nous est fourni, donc on a bien un chargeur externe qui nous est fourni, contrairement à chez Sony. Sony, c'est pas bien. Donc on a un chargeur externe, mais qui est, vous savez, avec le double trou là. Bon, j'attends pas que la mise au point se fasse, sinon on va attendre 20 plombes. Donc c'est avec le double trou, c'est pas en micro USB comme je peux avoir avec Panasonic. Donc ça, c'est quelque chose que je vous avais dit, hein, sur les tests des Panasonic, c'est que ici vous voyez c'est directement du micro USB. Bon, on va pas attendre la mise au point, je vous le dis, c'est du micro USB, vous le savez. Donc déjà vous voyez hein, la différence de taille entre le Panasonic et l'Olympus. Donc déjà l'Olympus est beaucoup trop gros hein, pour ce que ça demande. Vraiment Panasonic là-dessus sont bien meilleurs, vraiment très bons les chargeurs externes Panasonic parce que c'est du micro USB, donc on peut le charger directement avec une power bank et parce que niveau encombrement, il n'y a pas tellement. Attendez, je vais vous montrer comment ça dépasse en bas. Voilà, il n'y a pas tellement photo, d'accord. C'est vraiment très clair, même niveau épaisseur, hein, le Olympus est beaucoup plus gros. Ok, donc du coup, ça je vous le dis, ça a son importance pour ce que je vais vous expliquer après.
Donc, moi, qu'est-ce qui m'est arrivé aux États-Unis? Donc ça, je vais essayer de vous l'illustrer avec quelques images pour pas que ce soit trop chiant comme storytelling, mais je vais vous donner un cas très très concret de pourquoi moi je veux absolument le port micro USB et pourquoi pendant que j'étais à New York, je me tâtais à prendre le M1 Mark II plutôt que le M5 Mark III. Et suite à cette mésaventure, je me suis dit non, définitivement, je sais que je veux le micro USB et très clairement, moi, pour mon utilisation, il me le faut. Donc une des choses, ça c'est évident, je vous le dis, c'est que en randonnée, évidemment, plutôt que de startiner, en randonnée, typiquement, voilà, ce que je viens de vous montrer avec le chargeur, si sur le M1 Mark II, je ne peux pas y charger directement le boîtier, ça veut dire qu'il faut que je prenne un chargeur externe. Le chargeur externe de base du Olympus, je pense que sur le M1 Mark II c'est pareil, donc dites-le moi ceux qui l'ont, à mon avis c'est exactement pareil, et donc ça je ne peux pas le brancher sur une power bank, sur une batterie externe. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'achète un autre chargeur externe qui risque de prendre également de la place, comme un Patona, comme les marques Chili, Hot Chili, je sais pas quoi, Chili Power, etc. Tout ça, ça existe, on peut en acheter une, mais ça fait acheter un truc en plus, et ça fait un accessoire en plus qu'on prend dans le sac, qui prend de la place, qui fait un peu de poids, etc. Mais donc typiquement là pour Olympus, je serais obligé d'en acheter un autre, contrairement à Panasonic où j'aurais pas besoin. Et donc voilà, typiquement en randonnée, moi je préfère avoir directement un powerbank, mon câble micro USB et je charge ça directement la nuit et je me fais pas chier par exemple. C'est un exemple. Donc voilà, je vous explique ma petite mésaventure, je vais essayer de vous l'illustrer pour que ce soit un peu moins chiant. Je vais vous faire un petit storytelling, je vais essayer que ça prenne pas trop de temps. Donc j'étais, vous savez, en voyage à New York pendant 10 jours, mais en fait j'ai pas fait que New York. À New York, j'ai loué une voiture pour descendre vers le sud-ouest pour aller entre autres à Washington. Donc je suis arrivé à Washington et Washington, j'avais prévu d'y passer seulement une journée pour pas avoir à dormir à Washington parce que c'est très compliqué de se garer et les hôtels sont assez chers, voire très chers à Washington. Et du coup, ce que je voulais, c'était visiter Washington et repartir pour aller dormir plus loin la nuit. C'est ce qui était prévu. J'avais booké mon hôtel, etc. Donc à Washington, je vais pour me garer et je sais, j'avais lu partout, c'est très compliqué de se garer. Faut même pas ici au centre-ville, autour du Capitole, autour de la Maison Blanche, tout ça, c'est pas possible. Faut pas trop s'énerver. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais passé de l'autre côté de la rivière, à gauche, à l'ouest de la rivière, qui s'appelle la Potomac River, je crois. Et du coup, j'étais côté ouest pour essayer de trouver des places par là. J'ai un peu tourné, etc. Et en plus, donc il y a un peu toutes les rocades à ce niveau-là. Et au final, à force de tourner, donc j'ai essayé de trouver une place gratuite, parce que normalement, je vous le dis, je ne paye jamais le parking. Moi-même, par exemple, à Los Angeles, sur le Walk of Fame, on avait réussi à se garer à 50 mètres à peu près en allant un peu dans les petites rues. On avait trouvé une place gratos et voilà, on s'était pas fait chier. Moi, je déteste les parkings payants. Ça prend du temps, c'est payant, c'est chiant, voilà. Du coup, en général, je trouve toujours une place à côté. Et là, voilà, j'étais tout seul et je tourne un peu et je trouve pas. Et en plus, comme je vous dis, cette zone-là, c'est pas mal des rocades et du coup, on a vite fait de partir assez loin pour pouvoir revenir, etc. Et voilà, je voulais pas passer 30 ans là-dessus. Je voulais vite commencer ma journée. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, dès que je trouve un truc potable, j'y vais. Et je suis arrivé, en fait, mon tournicotage m'a fait arriver au cimetière d'Arlington. Donc, le Arlington Cemetery, c'est le cimetière militaire qui est énorme, vraiment, à Washington, qui fait une très très grande surface et où du coup, il y a plein de soldats qui sont enterrés. Et en fait, ce truc se visite, cet endroit se visite et il a un parking. Il a un parking et donc moi quand je suis arrivé là, ouais, j'ai pas trop fait gaffe, j'ai vu les mecs qui m'ont dit que je pouvais me garer et c'était un parking payant. Je sais, bon, je suis juste à côté du pont pour traverser pour aller au Lincoln Memorial. Allez, pour une fois je vais payer, au moins j'aurai pas à me galérer, ça va aller vite, etc. Je me gare, pas de souci, je sors du parking au milieu des gros 4x4 américains, etc. Je sors du parking, je me dis bon, un avant Guingamp, c'est $2 de l'heure, ça va, je vais en avoir pour 4-5 heures, après je pourrais repartir tranquillement et voilà. Très bien, je pars, je vais faire ma journée, pardon pour la voix, et du coup, je fais ma journée, très bien. Bon, j'ai des galères en plus avec Air France, du coup j'étais censé rentrer le 5, du coup c'était grève nationale ici, du coup j'ai dû changer mon billet en cours de route pendant la journée avec le smartphone, j'avais plus de batterie, bref. Ça je vous le raconterai dans une autre vidéo où je vous raconterai toutes les galères, j'ai eu énormément de galères pendant ce trip, beaucoup de galères qui sont de ma faute, dont ce qui va arriver, mais d'autres galères qui n'étaient pas de ma faute et tout ça s'est accumulé, c'était le trip le plus galère que j'ai eu, mais voilà. Du coup je vous expliquerai tout ça et surtout je vous expliquerai comment j'ai pu me sortir des galères, grâce à quel truc, grâce à quel objet, quelles petites astuces j'ai pu m'en sortir. Mais donc voilà, je fais ma journée et tout va bien, je reviens en métro parce que j'avais vu que du coup il y avait un arrêt de métro à Arlington et du coup donc je faisais ma ligne droite jusqu'au Capitole. Alors, en fait c'est tout étendu, Washington c'est vraiment une zone très plate toute droite et au Capitole je reprenais le métro pour revenir et m'arrêter à Arlington. Je prends le métro, je me paume un peu évidemment, mais j'arrive à revenir et j'arrive à l'arrêt d'Arlington de métro et là quand je sors du métro je vois une nana du métro qui regarde le chauffeur, qui voit que je sors, qui me dit qu'est-ce que vous faites? Je dis bah je vais chercher ma voiture au parking. Elle me dit ah ok.
bloqué. Je me dis c'est bizarre, je suis seul à sortir à cet arrêt et du coup la nana me raccompagne, je comprends pas trop. Et elle me dit, ah, vous savez, c'est le dernier métro qui passe là, c'était 19h. Elle me dit, voilà, ça c'est vraiment le dernier métro, vous avez eu de la chance, vous avez eu le dernier. Après, cet arrêt est fermé. Après 19h, il n'y a plus cet arrêt à Arlington Cemetery. Je fais, ah bon, je savais pas, d'accord. Et là, je me dis, merde. Et je lui demande, mais vous savez, le parking est encore ouvert? Je n'avais pas du tout pensé. Moi, je suis une quiche à tout ce qui est horaire, tout ce qui est date et tout. Je fais, mais une quiche absolue, c'est ma femme qui regarde ça. D'habitude, qui s'occupe de ça. Moi, je fais l'orientation, elle fait les heures, les dates, etc. Et ça m'est même pas venu à l'idée qu'en fait, ce parking pouvait fermer. Et du coup, je demande à la nana, mais il est encore ouvert le parking? Et la nana me dit, moi, je suis du métro, j'en sais rien, cassez-vous. Donc, la nana m'a carrément rouvert la grille qui sort du métro pour vous dire à quel point j'étais au dernier métro. Donc, je sors du métro, j'arrive en haut, il fait nuit, évidemment, il faisait nuit vers 16h15, 16h30. Donc, ça caille en plus. Et j'arrive devant, donc je marche parce qu'il fallait un peu marcher pour arriver au parking. Je marche évidemment, grille du portail du parking fermé, ça fermait à 17h je crois. Donc 17h, donc j'étais complètement dans les choux, j'étais 2 heures dans les choux. Il y avait vaguement un numéro de sécurité, mais je me suis dit que ça allait prendre 20 ans, etc. Donc je voulais pas continuer à me cahier dehors. Donc ce que j'ai dû faire, c'est du coup au smartphone, trouver un autre hôtel du coup pas trop loin, en gros à 1 km de là. Donc en plus, comme je vous dis, c'est en plein milieu du Arlington Cemetery, donc il n'y a pas grand chose autour, vu que le cimetière est très très grand. Donc du coup, j'ai dû trouver un hôtel pas trop loin. Donc heureusement, il y a une zone un peu résidentielle des immeubles où j'ai trouvé. Donc j'ai douillé $150 ou $130 l'hôtel, alors j'en ai trouvé un à $60 ailleurs. L'autre hôtel, évidemment, c'était trop tard, je pouvais plus l'annuler vu que c'était le soir même. Donc du coup, je me suis fait douiller les $60 j'ai eu dans l'os. Et du coup, j'ai dû marcher jusqu'à mon hôtel. Et bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Sauf que ça faisait depuis le 2e jour du trip que j'avais mal au talon, pour vous dire, au talon d'Achille. Et qu'en plus, sur la carte, quand on regarde Google Maps ou autre chose, quand on voit la carte d'en haut, on se dit, bon, bah, très bien, le chemin le plus court, c'est par là. Sauf qu'évidemment, ce truc-là est un cimetière et du coup, tout est fermé la nuit. Toutes les rues sont fermées avec des portails. Du coup, j'ai dû faire un détour, revenir, passer par la rocade extérieure. De nuit, il y a très peu d'éclairage public. Voilà, je me suis galéré comme un dingue. Une horreur pas possible. Je suis tombé en plus sur un parking gratuit, donc je vous le dis, si vous allez à Washington, garez-vous au niveau de la fameuse statue, ils plantent le drapeau, que c'est très bien de la voir en vrai. C'est la statue qu'on voit entre autres dans le film À la mémoire de nos pères de Clint Eastwood. C'est vraiment cette statue-là, elle est très grande, c'est assez impressionnant du coup. Je l'ai vu de nuit en rentrant, puis je l'ai vu le lendemain en repartant. Et du coup là, on peut rentrer, on peut se garer gratuitement et le parking est ouvert jusqu'à minuit. Après, il ferme et il est complètement gratuit. Alors je pense qu'en pleine saison, c'est blindé, mais moi, il y avait personne. Et en plus, c'est un parking que j'avais vu en passant sur une route à côté, j'avais vu ce parking et c'est ce parking là que je cherchais quand je suis tombé sur le parking Arlington. Je me suis dit bon, je vais pas m'emmerder, je vais aller à ce parking là. Donc voilà, pour vous dire, garez-vous à la statue de Pearl Harbor, même si ça vous fera un peu marcher ou prendre peut-être le métro un peu ailleurs, au moins vous pourrez vous garer gratuitement, facilement, voilà. Donc je vous le dis. Donc du coup, je marche, je me galère et j'arrive enfin à l'hôtel que j'avais réservé. En plus, il restait genre une chambre ou deux à tout casser. Et du coup, j'arrive dans ma chambre, je vous fais pas le détail de la chambre, hein, mais j'arrive et évidemment j'étais avec mon sac de la journée. Du coup moi tous mes chargeurs et tout étaient dans la voiture, dans le gros sac, d'accord. Moi pour le sac de la journée je prenais pas les chargeurs en plus, je prenais pas tous les trucs, je prenais uniquement les trucs qui me servaient, mes 2 boîtiers, un objectif. Là je pense que j'avais pas pris le drone, ça à Washington c'est pas possible de faire du drone et voilà, et ma powerbank heureusement et par contre j'ai toujours avec moi systématiquement un petit chargeur de smartphone adapté aux prises. Donc là j'avais un chargeur de smartphone US, un chargeur Samsung, hein, pour pouvoir mettre une prise USB dessus et charger les trucs, typiquement le téléphone et dans mon cas du coup le G9 qui est en train de filmer. Et ça heureusement que j'avais, parce que évidemment moi j'étais à la fin de ma journée, donc vous savez, moi je vous l'ai dit, hein, j'ai toujours 2 batteries. Moi maintenant je fonctionne toujours à 2 batteries, je me fais pas chier avec plus, et 2 batteries ça me suffit. J'ai remarqué que c'était ce qu'il me fallait pour à peu près tous mes trucs. Et par contre en fin de journée, je recharge en général mes 2 batteries ou ma batterie et demie en fonction de combien il me reste. Donc là j'arrivais en fin de journée et j'avais plus de batterie évidemment, parce que j'avais passé ma journée à faire des photos, des vidéos. Et du coup j'ai pu directement, grâce à mon petit chargeur mural, boum, recharger, brancher dans le port micro USB de mon G9 et du coup avoir le lendemain matin, donc après en cours de dans la soirée j'ai changé ma batterie pour qu'elle se charge pendant la nuit. Souvent ce que je fais c'est le soir quand j'arrive, avant de manger etc, je mets la batterie qui était dans le boîtier où il reste peut-être 1/3 ou 2/3 de batterie, comme ça elle charge avant que j'aille me coucher. Quand je vais me coucher, je mets l'autre et elle charge pendant toute la nuit. Très bien. Donc ça, j'ai pu le faire, heureusement. Parce que si j'avais pas pu le faire, là, ça aurait été beaucoup plus casse-couille pour moi. Ça aurait voulu dire que le lendemain, donc je repartais à pied, je revoyais la statue du coup de jour et je rentrais à ma voiture dans le parking, je paye mon parking, j'en ai pour $25 de parking, échec. Et là, je me mets dans la voiture et donc dans la voiture, qu'est-ce qui se passe? Si j'avais du coup, si j'avais pas pu charger mon boîtier directement en micro USB, en USB-C, on s'en fout. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Si j'avais eu un Panasonic,
ça aurait voulu dire que pas de souci, du coup avec ma prise allume-cigare, pendant que je roulais, je pouvais recharger un peu ma batterie au cours de la journée. J'aurais sûrement été ric-rac, mais j'aurais pu quand même recharger petit à petit ma batterie en cours de route et ça l'aurait fait. Par contre, si j'avais eu seulement un chargeur à la Olympus, d'accord? Là, carrément, ça voulait dire qu'il fallait que j'aille forcément dans un endroit avec une prise, ce qui n'était pas du tout quelque chose de prévu pour moi. Ça aurait fallu dire que du coup, bah, je pouvais pas faire de photos de vidéo tant que le matin, j'avais pas rechargé. Donc ça voulait dire aller peut-être dans un resto pour prendre un petit déj ou du coup bouffer pendant 2 heures le temps de recharger ma batterie. Donc me bloquer 2 heures de la journée, sachant qu'il n'y a pas forcément, voilà, le soleil se couche à 16h15, donc ça fait chier. Donc bloquer 2 heures de la journée, sachant que j'avais un programme toujours moi très serré, et du coup ça me niquait tout le reste en fait. Ça faisait effet domino, ça me décalait tout, c'était pas bon. Donc clairement pour moi, être bloqué avec un chargeur mural avec une prise secteur, vu que je suis une tête de linotte, vu que je suis un débile et vu que je recharge en cours de route un peu partout, il me faut quelque chose qui vraiment à minima se recharge avec un chargeur en micro USB. Et même ça, je vous dis, dans ce cas-là, j'aurais pas pu le recharger la nuit parce que j'aurais pas pris avec moi, j'avais pas pris avec moi dans mon sac. Donc pour moi, vraiment très clairement, le mieux c'est quelque chose qui se recharge. Au pire, on s'en sert pas, mais au moins on a la possibilité de le recharger directement dans le boîtier. Donc voilà, moi c'est quelque chose très clairement suite à cette mésaventure, c'est devenu, enfin c'est déjà quelque chose, c'était le cas, mais là c'est sûr, c'est indispensable pour moi et le M1 Mark II ne le fait pas. Donc voilà, donc je vous le dis, il faut que ça puisse être rechargé directement dans le boîtier. C'est pour ça que le M1 Mark II a en fait été éliminé pour cette raison. Sinon, il y avait beaucoup de choses qui étaient bien meilleures, hein, je vous les ai énumérées, je vous le refais pas, et j'aurais pris certainement le M1 Mark II si il avait eu cette option là. Donc tout ce que je vous ai dit hein, pour mes aventures, c'est valable évidemment également en rando. À partir du moment où vous faites un bivouac le soir, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir juste un câble, de brancher votre batterie, plutôt que de devoir prendre un chargeur extrême qui prend de la place, qui prend un peu de poids, ou un truc secteur où on peut pas, on est bloqué, d'accord? Donc voilà, donc ça vraiment indispensable pour moi. Vous c'est peut-être pas le cas, vous êtes peut-être pas une tête de linotte, vous fonctionnez peut-être différemment que moi, mais voilà, moi je suis toujours à l'arrache, il faut que je puisse recharger n'importe où. Si j'ai une galère, je sais que je peux recharger quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'est fait. L'autre chose qui me l'a fait prendre, c'est que quand même il est plus récent, et alors c'est peut-être faux parce qu'on sait qu'Olympus suit très bien les mises à jour pour ça, mais j'ai dans l'idée que du coup, vu qu'il est sorti 2-3 ans après le M1 Mark II, de mémoire, ça fait que du coup il aura des mises à jour un peu plus longtemps, je pense, que le M1 Mark II. En plus, comme je vous l'ai laissé entendre, il est réputé, enfin il est sous-entendu, certains commerciaux Olympus ont laissé entendre que son autofocus était un peu meilleur que le M1 Mark II. Et lui vraiment, vous savez, c'est son autofocus de base à détection de phase, il est dès le début, c'est pas comme sur le M1 Mark II que ça arrivait avec une mise à jour, hein. Donc ça c'est un peu bizarre, même si maintenant apparemment le M1 Mark II a un très bon autofocus, mais voilà, lui c'est de base, on sait, ça peut que s'améliorer, alors que déjà de base il est excellent. Donc je me suis dit voilà, quelque chose de plus récent. Et justement le troisième point, même si c'était pas déterminant, mais ça a quand même joué, hein, je vais pas vous mentir, c'est que il est tout récent, il vient de sortir, et je pense que ça va intéresser des gens parmi vous, peut-être que vous regardez cette vidéo parce que justement, et vous découvrez cette chaîne grâce à ça, c'est que oui, il est tout nouveau. De ce que j'ai vu, il n'a pas été testé en France, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Il est déjà pas mal testé avec des chaînes anglo-saxonnes, mais je sais pas, en France, il a l'air d'être boudé. Alors, faut dire aussi qu'il était précommandable pour fin novembre, et au final, ça a été pas mal reculé, donc je pense qu'il y a eu des commandes qui ont été annulées à cause de ça. Moi, j'avais annulé ma précommande à cause de ça, je voulais l'avoir pour justement le voyage. Et du coup, voilà, du coup, je me dis, bah écoutez, moi, c'était un boîtier qui m'intéressait beaucoup. Il fait un bon autofocus que je voulais. Il est petit, donc ça serait un très bon second boîtier, typiquement pour être en second du G9, et du coup voilà, en plus je peux vous faire un test dessus, il est tout récent, donc je pense que ça va en intéresser plus d'un, et c'était tout bénef pour moi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris, mais vraiment la raison principale c'est cette charge USB, mais comme je vous dis, au final le M1 n'a pas de joystick, il a finalement un ou deux max, mais pour moi c'est qu'un seul bouton personnalisable en plus. Et par contre je suis très preneur que vous me disiez si on peut faire plus de choses niveau personnalisation que cette M5 Mark III. Ceux qui ont un M1 Mark II, dites-le moi, je suis très intéressé. Mais voilà, du coup moi je me suis dit je reprends lui, qui est en plus certainement, enfin voilà, qui sera vraiment l'excellent boîtier vidéo et backup par rapport à sa taille, son poids, sa compacité. Et je sais pas, soit je vais garder, en tout cas pour l'instant c'est sûr, je garde le G9, mais je vais attendre de voir quand le M1 Mark III va sortir. C'est vraiment l'autofocus du G9, j'en ai ras le cul. La stabilisation aussi, hein, je vous l'ai montré, mais ça je vais faire d'autres tests justement, je vous dis ça à la toute fin. Mais du coup voilà, certainement que je vais attendre que le M1 Mark III sorte, voir qu'est-ce qu'il propose, est-ce qu'il propose peut-être de la caca 60 fps, est-ce qu'ils vont enfin ajouter un joystick, et à ce moment là, bah voilà, je serai tout en Olympus, c'est vrai que j'aime bien avoir la même marque pour tout ce qui est raccourci, etc., tout ce qui est ergonomie, prise en main, voilà, c'est plus facile d'avoir le même boîtier, même si voilà, je suis assez flemmard pour ça, je suis assez
je suis pas très ouvert pour ça, je suis pas très polyvalent pour ça. J'aime bien voilà que quand j'ai un boîtier, j'ai pas à me poser la question, ah merde, du coup sur celui-là, il est où le bouton, comment je fais ci, ça, sous, voilà. Donc c'est pour ça, je verrai quand le M1 Mark III va sortir, mais c'est très clairement pas pour tout de suite, ça sera certainement seulement pour fin 2020. Olympus a dit, hein, maintenant c'est des cycles de 4 ans, un truc comme ça. Donc, ce qui est très bien, du coup ils font les mises à jour des autres, donc il n'y a pas de souci, c'est très bien pour ça. Mais je verrai ce que propose le M1 Mark III, et si il n'a pas de joystick, alors je pense qu'il sera rechargeable, hein. S'il n'est pas rechargeable, ce serait vraiment une grosse connerie de leur part. Et s'il n'a pas de 4K 60 fps, voilà, moi c'est vraiment le truc qui me fait garder le G9, c'est 4K 60 fps, très carré pour ça, et puis voilà, l'ergonomie générale, il est excellent, ça, il n'y a pas de souci. Mais la vidéo, au final, pour ce que moi j'en fais, je suis un peu déçu. Donc voilà, donc ça c'est dit. Lui, c'est sûr, je vous l'ai déjà dit, hein, je le garde, ne serait-ce que pour faire les vidéos. Là, je suis avec le G9, mais tout le reste sera fait avec lui. Et je suis très content dans l'ensemble, mais je vous dis, j'étais très déçu par la personnalisation. C'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. L'autre prochaine vidéo que je vais vous faire, alors je sais pas si ça sera d'abord la personnalisation ou d'abord ce que je vais vous dire. Ce sera probablement d'abord ce que je vais vous dire, c'est refaire un test très poussé et très complet de vraiment déterminer quel est ce problème de wobbling avec le G9 que j'ai eu pendant mon voyage. Donc ça, vous avez été plusieurs à me le dire en commentaire. Vous m'avez dit, ah mais est-ce que tu es sûr que c'est parce que tu as un objectif Olympus dessus? Donc c'est vrai que j'étais la plupart du temps avec le 7-14 et ma réponse c'est non. Je vous l'ai dit en commentaire, peut-être que ça aide pas un petit peu, mais honnêtement moi en photo j'avais aucun problème d'autofocus et j'ai pas l'impression. Ce que j'ai l'impression par contre c'est qu'effectivement l'ultra grand angle amplifiait le problème. Alors déjà la déformation de l'ultra grand angle, mais en plus il y a plus de choses dans l'image et peut-être le capteur galère plus à stabiliser tout ça, je sais pas. En tout cas j'ai l'impression que le wobbling est bien plus présent à l'ultra grand angle. Et l'autre chose qu'on m'a dit, c'est certainement c'est tes stabilisations électroniques, et ça je suis tout à fait d'accord. Effectivement, les stabilisations électroniques apportent plus de wobbling, ça c'est très net. Et du coup, le problème c'est que sans stabilisation électronique, juste avec l'Ibis, je trouvais que j'avais trop de tremblements. Pour essayer de vraiment mettre tout ça au clair, je vais faire une vidéo complète et je vais tout passer en revue. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Je vous le redis, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis merci de l'avoir regardé, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je sais pas encore quoi, mais ça va sortir. Abonnez-vous pour voir ce qui va sortir et je vous dis faites-vous plaisir, faites des photos, des vidéos, tout ça. Allez, salut, à plus.